Avant même que cette vidéo ne commence, je tiens à vous déconseiller, petit comme grand, de consommer du tabac pour votre santé. Les fumeurs parmi nous, sachez qu'il est possible d'être aidé à arrêter de fumer, notamment en appelant le 3989 ou en vous rendant sur tabacinfoservice.fr. Sur ce, bonne vidéo. En 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande propose un projet de loi visant à interdire la consommation de tabac pour les plus jeunes de leurs citoyens. Malheureusement ou heureusement pour moi, je considère que les effets néfastes du tabagisme ont été suffisamment traités, notamment sur le réseau social que nous consultons, vous et moi, YouTube. C'est pour cela que je vais vous parler du lundi 27 novembre 2023. Christopher Luxon a indiqué vouloir abandonner les mesures pionnières pour lutter contre le tabagisme dans le pays. Le jour où le nouveau gouvernement de Nouvelle-Zélande a abandonné ce projet de loi prohibant le tabagisme. Messieurs, dames les fumeurs, n'envisagez pour autant pas de vous y installer, car le prix d'un paquet est de plus de 20 €, contre 12 € actuellement en France. L'Institution nationale de la santé et de la recherche médicale classe le tabac comme grand gagnant du tournoi des produits addictifs les plus à risque. Et pourtant, la Nouvelle-Zélande retire son projet de loi répressif. Et pourtant, vous comme moi, avons accès au mieux à 5 minutes à pied, au pire à 10 minutes en voiture à un paquet de cigarettes, rectangle, plastifié, uniformisé. Les plus anciens d'entre vous ont peut-être lu Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, le célèbre cow-boy avec de la classe, des revolvers et une cigarette incontournable. Cigarette qui, au moment de mon enfance, a été remplacée depuis longtemps par ce brin d'herbe. Brin d'herbe que je pouvais mettre à mon tour au bout de mes lèvres pour me sentir classe, comme Lucky Luke. C'est en 1983 que le cow-boy arrête de fumer, suite à la pression émise par les associations anti-tabac qui considèrent à juste titre que ce genre de représentation améliorative du concept de tabagisme incite implicitement, voire explicitement, à la consommation. Mais j'ai quand même pu dans mon enfance me réjouir de faire comme les grands lorsque dans la cour de récré je pouvais avoir ma cigarette sucrée au bout des lèvres. Et ce n'est qu'en 2009 que ces bonbons ont été interdits. Et plus récemment encore, le film Oppenheimer sort en 2023 et l'acteur principal incarnant Robert Oppenheimer, fumeur tout au long de sa vie et décédé d'un cancer, déclare « Cigarette et pipe, il alternait les deux, c'est ce qui l'a tué au final. J'ai fumé tellement de fausses cigarettes pour piquer ce film. Mon prochain personnage ne sera pas fumeur. Ce n'est pas bon pour la santé. Même les cigarettes à base de plantes qu'ils utilisent lors des tournages sont accompagnées d'avertissements relatifs à la santé. » Revenons-en à la Nouvelle-Zélande. Le retour en arrière du gouvernement me fait poser une question, autre qu'une qui a pour réponse toutes les bonnes raisons de l'interdire. Pourquoi fumer est légal ? Sachez d'abord que je me réjouis du fait que ma seule concurrence vidéo sur ce sujet est une vidéo de moins de 2 minutes, proposée par Arte qui répond à la question « Pourquoi n'est-il pas complètement interdit de fumer ?» que je vous invite à aller voir. On estime en moyenne qu'un Français sur 4 fume tous les jours. C'est la principale cause de décès que l'on pourrait éviter. Ma vidéo a pour ambition cependant d'être plus complète et d'approfondir davantage le sujet, car j'ai choisi un format tout simplement moins résumé. D'abord, il est important de revenir sur le passif historique du tabac en France, pour ensuite essayer d'identifier les différentes raisons qui font que le tabac est aujourd'hui légal, pour finalement me questionner, vous questionner, afin que quiconque puisse développer son avis sur le tabagisme, avec, je l'espère, davantage de lucidité. C'est en 1492 que Christophe Colomb découvre l'Amérique. La fin, pour certains historiens, d'un millénaire d'histoire, le Moyen-Âge. Et c'est en Amérique qu'on y découvre un produit, plus précisément une plante, le tabac. On y découvre également une coutume, une habitude individuelle, la fumette ou le fait de fumer. André Tevet, un explorateur français qui fait découvrir aux Européens cette plante et la cultive même en France à Angoulême au XVIe siècle. On y découvre des vertus médicinales, mais dès le XVIIe siècle, les Ottomans l'interdisent au nom de la santé publique et de la morale. Les Chinois au nom de la concurrence à des plantations plus utiles. Les Russes et même le pape se dressent également contre le tabagisme. En France, ce même siècle, un impôt est mis en place sur la vente de tabac. Puis un monopole d'État est établi et c'est presque 2 siècles plus tard, en 1825, que la cigarette apparaît. Progressivement, elle passe de honteuse, condamnable moralement, à symbole de réussite et de pouvoir au début des années 1900. Les ménagères se mettent à fumer, les élégantes aussi. Clope au bec, le général de Gaulle, l'homme de pouvoir. En 1950, on découvre grâce à la science le lien entre le cancer du poumon et tabagisme. Et 2 ans plus tard, c'est le filtre, et donc la cigarette telle qu'on la connaît, qui est conçue puis vendue. On sait aujourd'hui que le tabac cause une forte dépendance et sa consommation est responsable de plus de 8 millions de décès par an dans le monde, dont 1,2 million sont des non-fumeurs. Et donc logiquement, des personnes qui n'ont pas fait le choix de consommer du tabac au risque de s'abîmer la santé. Un acteur assez évident qui intervient lorsque l'on se questionne sur les raisons de la légalisation du tabac sont ceux qui y trouvent un intérêt. Ceux qui, plus il y aura de consommateurs qui fument le plus possible, plus ils y trouveront un intérêt, quasi voire uniquement monétaire.
Ils ne sont pas composés uniquement de buralistes, mais on peut simplifier ce groupe d'acteurs en considérant qu'ils sont ceux qui gagnent de l'argent lorsqu'un paquet est vendu. Selon Wikipédia, on peut qualifier de lobby un groupe de personnes créées pour promouvoir et défendre des intérêts. Ainsi, le pneumologue français Bertrand Donzenberg a étudié de près ces lobbies du tabac. Leur stratégie, qu'elle soit marketing ou politique, qui de ses yeux de médecin, contribue volontairement à la dépravation de la santé publique pour des raisons purement égoïstes. Et c'est dans son article nommé sobrement « Les lobbies du tabac organisent l'antiprévention du tabagisme » qu'il revient en profondeur sur les lobbies du tabac. Le docteur Donzenberg, que j'appellerai désormais Bertrand pour des raisons évidentes, dénombre 4 utilités. 4 fonctions au lobbying pour perpétuer l'existence du tabac au sein de la société. La première fonction du lobbying étant d'initier les jeunes au tabac. Car cruellement, un monde aujourd'hui sans jeunes fumeurs créera forcément un monde de demain sans fumeurs. Et ça, il n'en est pas question pour les lobbies. Ainsi, leur stratégie marketing se base sur un accompagnement long terme du consommateur. Et Bertrand identifie 3 catégories. Les pré-fumeurs, les learners et les fumeurs. Les pré-fumeurs, c'est-à-dire les jeunes, voire les très jeunes, sont les consommateurs de demain et donc doivent évoluer dans un environnement fumeur, où les paquets sont attractifs et fumer paraît normal. Les learners, soit les débutants, sont confrontés au ressenti désagréable des premières cigarettes, ce qui peut freiner les affaires des lobbies, et c'est pourquoi ils proposent des tabacs sucrés, à la menthe et diverses arômes. Et enfin, les fumeurs dans leur évolution finale, qui sont caractérisés par leur dépendance inexplicable par autre chose qu'elle-même, à cette substance qui provoque tant de plaisir à celui qui la consomme, la nicotine. Comprenez donc que le tabac est interdit aux moins de 18 ans certes, mais dans les faits, la violation de cette loi est la règle majoritaire. Je n'ai qu'à vous poser une simple question. Qui parmi vous s'est vu refuser, ou tout du moins examiner ses papiers d'identité étant mineur, lors de l'achat de cigarettes ? La seconde fonction du lobbying consiste à maintenir les fumeurs, soit les consommateurs, et c'est pour moi la plus intéressante. Maintenir les fumeurs est un processus permis par 2 facteurs indissociables. Que le consommateur ait envie de fumer, tout du moins ne cherche pas à arrêter, et que le consommateur puisse se payer des cigarettes. Pour se payer des cigarettes, il faut que le prix d'un paquet n'augmente pas trop vite par rapport au salaire moyen. Mais il faut savoir que le prix des cigarettes augmente, car l'État cherche à limiter la consommation et à rembourser le coût de la prise en charge des victimes. Seulement, il est convenu que chaque année, le prix du paquet n'augmente que légèrement pour que l'État augmente ses recettes, les cigarettiers gagnent autant qu'avant la taxation, et surtout que la consommation ne diminue pas, car les prix n'augmentent pas assez significativement. Cette stratégie s'est trouvée la plus efficace entre 2007 et 2017 avec la collaboration de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le prix moyen d'un paquet de cigarettes passe donc de 3 € en 2000 à plus de 12 € aujourd'hui. Mais un village d'irréductibles gaulois a presque survécu à ces taxations nationales. On peut y acheter un paquet de cigarettes à moins de 11 €. Cette région est la Corse. Et malheureusement, en Corse, on compte 25% de cancer du poumon en plus. Le lobbying scientifique s'est développé, lui, pour que les gens ne voient plus l'intérêt à arrêter de fumer. Il a, à une période où l'on en savait moins, semé le doute sur l'existence du tabagisme passif, qui, je préfère le préciser, fait plus d'1 million de victimes par an. Depuis 1 an, la loi E20 est appliquée partout, sauf ici, à la Croix-Verte, un café-restaurant interdit aux non-fumeurs. Politiquement, la loi E20 a été adoptée en 1991 pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. Et ce sont les lobbies qui se sont battus pour faire capoter un décret visant à interdire le fait de fumer. Décret qui pourtant était voulu majoritairement par les Français. Ils ont notamment défendu la légalisation du tabac en pointant du doigt la contrebande, qui augmenterait logiquement et serait encore plus nocive pour les consommateurs. Et pour appuyer leurs propos, ils ont surestimé la contrebande présente en Europe de l'Ouest, qui est en réalité très minoritaire, en ajoutant à cela qu'à peu près la moitié de la contrebande était organisée en toute complicité avec l'industrie du tabac, qui livrait des cigarettes à la mafia dans toute l'Europe. Fort heureusement pour lui, malheureusement pour nous, toutes les enquêtes à ce sujet sur le cigarettier Philip Morris ont pris fin en 2004 grâce à un accord à 1 milliard de dollars. Les 2 derniers lobbies servent selon Bertrand à lutter contre la fumée à moindre risque, comme la cigarette électronique, et à freiner l'abandon du tabac pour les consommateurs. Par exemple, en portant atteinte aux laboratoires pharmaceutiques spécialisés. La réponse à ma question initiale se trouve en grande partie dans les lobbies. Avant que les cigarettiers soient là pour nous les vendre, personne n'a pensé à instaurer de pauses clopes au travail. Ce sont eux qui ont créé le besoin de nicotine et maintiennent ce besoin pour s'enrichir. Seulement, l'interdiction du tabac relève également du droit. Le concept de liberté individuelle s'oppose avec la question de santé publique, c'est-à-dire qu'il semble juste et normal pour n'importe qui de faire ce que bon lui semble tant qu'il ne fait de mal à personne. Jusque-là, personne ne me contredira. Il semble juste et normal également que conduire soit un droit malgré le fait que plus de 3000 personnes soient mortes sur la route en 2023. Je pense encore que jusqu'ici vous serez d'accord avec moi. Cependant, est-il juste et normal que fumer des cigarettes tue 75 millions de Français ? Là,
Si j'arrive un minimum à anticiper votre cheminement intellectuel, la réponse est significativement moins évidente. Car le principe de liberté individuelle te pousse à croire que tu mérites de fumer si tu en as envie. Tandis que la préoccupation de la santé publique te pousse à croire que tu ne devrais fumer ni pour toi, ni pour ton entourage. Ainsi, aujourd'hui, le principe de liberté individuelle l'emporte sur la santé publique, alors même qu'il est quasi factuel que la consommation n'apporte aucun intérêt récréatif aux consommateurs et contribue seulement à combler un trou sans fin qui tire ses origines de la consommation elle-même. Malheureusement, force est de constater que le tabagisme a un effet nocif pour notre santé, mais également pour la santé de notre planète, car un mégot pollue 500 litres d'eau. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que cela représente pour un village privé d'eau potable. Cependant, ces facteurs étant très peu impactants dans les prises de décision, que ce soit des cigarettiers, du gouvernement et de la plupart des consommateurs, je ne peux que raccourcir cet aspect du tabagisme. Voilà donc certaines des explications qui font qu'aujourd'hui, vous comme moi, pouvons consommer du tabac, mais pas sans prix, et pas sans prix. Serait-il souhaitable d'interdire le tabac? Libre à vous de vous faire votre propre avis. D'un aspect santé publique, il semble absurde aujourd'hui que le cannabis, jugé moins nocif pour beaucoup de scientifiques, soit illégal, tandis que le tabac soit légal. Alors quelle est la solution? Que toutes ces substances qui altèrent le bon fonctionnement de l'organisme deviennent prohibées? Ou bien alors que l'on sensibilise toute la société aux risques impliquant la consommation de ces substances et qu'éventuellement on déculpabilise les consommateurs pour leur rendre plus facile le chemin vers la guérison?